autres. Le dernier, la qualité, c'est un peu light. Light. On ne va pas rentrer dans les détails de la qualité, ce n'est pas l'objectif. Bon, on commence? Bien, let's go. Hop. Alors, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est ce qu'on appelle les coûts cachés de la gestion des ressources humaines. Alors, pourquoi les coûts cachés? Parce que dans la comptabilité générale et la comptabilité analytique, vous avez fait la comptabilité analytique, qui vient de la comptabilité générale. C'est toutes les charges de la comptabilité générale qu'on ventile en fonction des différents centres de coûts, production, transport. Enfin bon. Il y a un certain nombre de coûts qui n'apparaissent pas. Et entre autres, des coûts qui sont liés à la gestion des ressources humaines. Donc, c'est ça ce qu'on va essayer de voir dans ce chapitre. D'accord? Donc, on va les voir, on va voir qu'est-ce que c'est. Non, l'imprimerie, c'est des coûts que tu peux avoir parce que tu as des factures. Donc, tu vas les rentrer en fourniture, sur le compte fourniture. Tu peux avoir le coût global de l'année, combien tu vas acheter de papier, par exemple. Non, là, c'est des coûts, par exemple, quand l'absentéisme. Quand les gens sont absents, combien ça coûte à l'entreprise? On ne sait pas. C'est pour ça que c'est des coûts cachés. La comptabilité ne fait pas ressortir ces coûts-là. Il y a le problème du turnover. Qu'est-ce que c'est le turnover? Quand les gens n'arrêtent pas de partir, de venir. La comptabilité générale ne rentre pas de charge à ce niveau-là. Donc c'est difficile d'évaluer. Il y a le problème des conflits sociaux. Quand il y a un conflit dans l'entreprise, une grève ou un problème comme ça, comment tu mesures le coût? Et la comptabilité générale ne prend pas en charge ces coûts-là. Des accidents du travail. Et donc après, on va parler de ce qu'on appelle le management socio-économique. D'accord? Voilà un peu les points. C'est bon? Alors, coûts cachés, c'est quoi? C'est justement des coûts qui ne sont pas repérés dans le système d'information. Et entre autres, dans le système de comptabilité générale, les coûts ne sont pas inscrits. Donc, on n'a pas dans les budgets, dans la comptabilité analytique, etc., les tableaux de bord, ces coûts ne ressortent pas. D'accord? Donc, la définition des coûts cachés, ce sont en gestion des ressources humaines et en management en général, c'est l'analyse des coûts qui sont mal observés, mal enregistrés par le système comptable traditionnel. Ils ne sont pas enregistrés, donc on ne sait pas ce que c'est, on ne les voit pas. Et donc, en général, ils sont liés à des problèmes d'organisation. Quand on a un problème dans l'organisation, ça nous crée des coûts supplémentaires qu'on n'est pas capable d'évaluer. Alors, comment ça se passe? Un dysfonctionnement, quand vous voyez quelque chose qui ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Voilà, de comprendre pourquoi et de le réparer. C'est ce qu'on appelle la régulation. C'est de régler le problème. Tout ça, ça crée des coûts cachés. Par exemple, il y a un problème d'organisation dans un service, on va être obligé de faire 3 réunions pour comprendre d'où vient le problème. Le temps qu'on a passé dans ces 3 réunions, est-ce qu'on l'a calculé? Non. C'est du temps perdu. Et le temps, c'est des coûts. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qui ne sont pas mesurés. Donc, chaque dysfonctionnement, quand on va le gérer, ça va nous prendre du temps et ça nous crée des coûts. Des coûts qui ne sont pas analysés dans la comptabilité en général. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça des coûts cachés. D'accord? Donc, nous, on va s'intéresser à ceux qui sont dans la gestion des ressources humaines. Alors, c'est quoi un dysfonctionnement? C'est un écart entre ce qu'on voulait et ce qui est réellement constaté. Quand vous faites, par exemple, la comptabilité analytique, vous avez ce qu'on appelle les coûts standards. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est les coûts fixes. Là, dans la comptabilité analytique, vous avez les coûts, c'est le coût fixe ou le coût variable. D'accord. Maintenant, on va partir, par exemple, on va se dire pour fabriquer, je ne sais pas moi, un gâteau, je ne sais pas moi, un exemple de gâteau. Tenez un exemple de gâteau. Un gâteau au chocolat, un millefeuille par exemple, ou un éclair. Tout standard, ça veut dire à chaque fois qu'on veut faire la même chose, on va utiliser la même. Voilà, donc normalement, il faut qu'il. Voilà, alors le coût standard, c'est 1 dirham 20. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fabrique un éclair, il doit me coûter 1 dirham 20. D'accord? Après, il y a le coût réel. Quand j'ai travaillé l'éclair, combien m'a coûté réellement? Et là, j'analyse l'écart. Donc, soit je vais passer 1,20 et j'ai un problème, je suis en surcoût. Alors, il faut chercher pourquoi. La farine a augmenté, j'ai passé plus de temps que prévu, allez savoir. Mais des fois, il peut être en dessous. Peut-être que je suis arrivé à le fabriquer à 1 dirham. Et là aussi, il faut que j'analyse pourquoi. Donc, le coût standard, il me permet d'avoir mon standard, c'est ce que je suis censé réaliser normalement. Et l'analyse du coût par la comptabilité analytique me permet de calculer les écarts et de voir est-ce que je suis au-dessus ou en dessous du coût standard. D'accord. Est-ce que, par exemple, dans ce genre de cas, on peut faire une sorte d'économie? Ben oui, si tu arrives à descendre en dessous du coût standard, bien sûr. Donc, c'est un gain, ce qu'on appelle un bonus. Dans l'autre cas, c'est un malus. C'est que tu as fait plus qu'il ne fallait, donc tu as perdu de l'argent quelque part. D'accord? Donc, un dysfonctionnement, il y a une double réalité.
c'est à la fois un signe de la dégradation de la performance, il y a quelque chose qui n'est pas bon, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Alors, par exemple, l'insatisfaction, le mécontentement, l'inconfort, c'est des choses qui sont très difficiles à évaluer. Les gens ne sont pas satisfaits. Comment tu vas le chiffrer? Tu ne sais pas. Et autre chose, c'est un indicateur de sous-efficacité ou bien de sous-efficience de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est en dessous de ce qu'on pourrait faire. Donc, on n'est pas dans le bon. On devrait faire mieux. D'accord? Donc, c'est ça un dysfonctionnement. Il apparaît sous ces deux éléments-là. Et donc, en général, ça empêche d'utiliser ces ressources de manière efficiente. Vous savez ce que c'est efficiente? C'est quoi? Ça rejoint tout ce qui est rapide, simple et efficace. Alors, efficient, c'est efficace et optimum à la fois. Quelque chose d'efficace. En matière marketing, rapidité, simplicité et efficacité, ça donne efficience. Voilà, c'est-à-dire normalement, quelqu'un qui est efficace, c'est quoi? C'est qu'il arrive à ses résultats. Par exemple, toi, tu es un commercial, je te dis, il faut que tu vendes 100, tu as vendu 100. Tu es efficace. C'est-à-dire, tu as obtenu le résultat qu'on t'a demandé. Être efficient, être efficient, c'est arriver au bon résultat avec le minimum de moyens. Tu vois, par exemple, je vous donne tous les deux l'objectif de 100. Tous les deux, vous avez fait 100. Mais toi, tu vas utiliser 3 jours, toi, tu vas utiliser 6 jours. Quel est le plus efficient? Donc, il y a l'efficacité. L'efficience, c'est comme le rendement. Je suis arrivé à faire mon résultat en utilisant le minimum de moyens. C'est une sorte de rendement, l'efficience. C'est bon? Donc, pour conséquence, ça gaspille des ressources. Donc, vous voyez bien, tout ce qui n'est pas efficient, on gaspille des ressources. C'est qu'on utilise plus de ressources qu'il ne faudrait. D'accord? Donc, c'est un problème. Alors, pour remédier à ces dysfonctionnements, l'entreprise va mettre en œuvre des actions correctrices, qu'on appelle des actions de régulation. Ça, vous l'avez également quand on parle du pilotage. On avait parlé du pilotage la dernière fois. Après, on parle. Vous avez un objectif, vous avez un départ, avec des mauvais stylos. On a des mauvais stylos. On a dit qu'on part d'un point pour arriver à un point qui est l'objectif. Donc, je suis censé suivre la route. Si jamais je sors de la route, là, j'ai un indicateur qui me dit attention, d'après, tu es sorti de la route. Qu'est-ce que tu fais? Une action correctrice. C'est le même principe. Là, je suis sorti du standard. Quand j'ai calculé ici, je me suis rendu compte que je suis hors standard. J'ai dépassé le standard, je l'ai dépassé. Donc, il faut que je revienne à mon standard. Et donc, dans cette zone-là, je ne suis pas efficient. J'ai trop de dépenses. Et donc, il faut que j'essaie de réguler pour revenir vers la route normale. C'est ça le pilotage. C'est ça le pilotage. Et donc, on fait des actions de régulation, c'est-à-dire des actions pour revenir dans l'axe de ce qu'on s'était fixé. Alors, les actions de régulation, ça va être quoi? Les régulations des dysfonctionnements, 2 catégories. D'abord, les activités humaines, c'est-à-dire des activités supplémentaires qu'ils n'auraient pas fait en temps normal. Par exemple, je ne sais pas, on a un problème, on est obligé de faire des réunions qui n'étaient pas prévues. Donc, cette activité supplémentaire, elle a un coût en réalité. On n'était pas censé faire ces réunions-là, mais on va les faire parce qu'on a un dysfonctionnement. On se rend compte, je ne sais pas moi, qu'à la fin de la journée, les cuisines ne sont pas propres. C'est un problème. Et donc, on va être obligé de faire des réunions pour expliquer aux gens qu'il faut nettoyer, etc. Donc, tout ça, ce n'était pas prévu. Donc, c'est des coûts supplémentaires. Donc, consommation de ressources. Comme on va faire ces réunions, on va utiliser des ressources. On va utiliser du temps, on va utiliser une salle, on va utiliser des papiers, on va utiliser… Tout ça, ce n'était pas prévu. Donc, une action de régulation, elle a un coût. Ça coûte de l'argent. D'accord? Donc, les actions de régulation peuvent avoir comme conséquence utilisation de ressources supplémentaires pour résoudre le problème. Comme on a un problème, il faut qu'on passe plus de temps pour résoudre le problème. Donc, on perd du temps. Et une perte de production. C'est-à-dire, pendant ce temps-là, on ne travaille pas. On est en train de faire des réunions pour régler un problème. Alors, normalement, on est censé travailler. D'accord? Imaginez, vous êtes dans un hôtel, vous avez un problème, par exemple, au niveau de la gestion de nettoyage des chambres. Si vous êtes obligé de convoquer toutes les personnes qui nettoient les chambres pour leur expliquer ça ne va pas, c'est pas bon, pendant ce temps-là, personne ne nettoie les chambres. Donc, tu utilises des ressources qui sont censées travailler. Et donc, perte de temps, perte d'argent. Il faut aller directement ici. Il faut éviter le dysfonctionnement. D'abord, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que quand il y a un dysfonctionnement, vous êtes obligé de faire des actions de régulation. Tout ça, c'est de l'argent qu'on perd. Soit en termes de temps, soit en termes de moyens, soit en termes de non-production. Tu viens de te rendre compte que dans les chambres, le nettoyage n'est pas bon. Tu vas convoquer les gens du nettoyage pour leur expliquer. Toute cette action de régulation pour revenir vers le standard de la chambre, c'est du temps perdu, c'est des coûts. Donc, chaque dysfonctionnement
a besoin d'une régulation pour être remis dans l'état normal, ben, tout ça, c'est du coût. C'est de la perte de temps et d'argent. Des fois, tu peux faire appel à des agents externes. Pour régler le problème, tu fais appel à des sous-traitants alors que tu n'en avais pas besoin normalement. S'il n'y avait pas eu de problème, tu n'aurais pas fait appel aux sous-traitants. Donc tout ça, c'est des coûts. C'est de l'argent que tu perds. Et donc l'indice économique des actions de régulation est matérialisé par les coûts cachés. Donc les coûts cachés, c'est tous ces coûts-là qui en général ne sont pas tenus par la comptabilité générale et qui sortent de l'analyse, de la comptabilité analytique. Alors que c'est des coûts que l'entreprise, elle paye forcément. D'accord? Alors, je répète, quand il y a un dysfonctionnement dans une entreprise, on est obligé de faire des actions de régulation. Toutes ces actions de régulation, ce sont des coûts qu'on va dépenser qui n'étaient pas prévus au départ et qui utilisent les moyens et des ressources de l'entreprise. Elle utilise les gens, elle utilise les locaux, elle utilise le temps. Tout ça, c'est des coûts. Le matériel, éventuellement. Donc ça, c'est des coûts. Et en général, c'est très difficile de les évaluer. On ne sait pas trop comment les évaluer. En général, on ne les avait même pas prévus. C'est bon pour ça? Alors, un des premiers coûts qui va apparaître, c'est l'absentéisme. C'est quoi l'absentéisme? Quand les personnes ne viennent pas. Alors, elles peuvent avoir des raisons correctes. Il est malade, je ne sais pas moi. Mais toujours est-il qu'il n'est pas là. Et donc, c'est un coût. Parce qu'il est payé, mais il ne travaille pas. Donc, c'est de l'argent dépensé pour rien. Il n'y a pas de rendement. D'accord? Donc, c'est un coût caché. Ah oui. Si tu as Ça va être, je crois que c'est considéré soit congé, soit on le prend ses deux. Si ce n'est pas les deux, c'est retranché de 205. Dans le droit du travail, je crois que tu as à 2 ou 3 jours de maladie. C'est-à-dire, si tu envoies un certificat médical, 2-3 jours. Par rapport à l'échelle de quelle fréquence? Ouais. Je ne sais pas, moi je ne suis pas un juriste, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et si l'entreprise, elle doute, elle envoie un médecin pour faire un contrôle, vérifier. Il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent abuser. Hein? Vous n'avez pas un cours de droit social, non? Parce que normalement, la loi, c'est ça. Je crois que tu as le droit 2 ou 3 jours avec un certificat médical. Il y a des gens qui abusent. Et donc, quand tu sens qu'il abuse, tu peux demander à un médecin d'aller vérifier. Et donc, si le médecin il vient chez lui, que le gars il te dit je suis malade à l'IT et qu'il n'est pas à l'IT, ça, il perd des salaires, il n'est plus payé. C'est au niveau des hôtels. Bien sûr qu'il peut. Mais ça, c'est la loi. L'hôtel, c'est une entreprise comme une autre. Je me rappelle qu'ils étaient payés sur les heures de travail. Non, après, ça dépend des types de contrats. Mais si tu as un contrat à durée indéterminée, un CDI, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, si tu es payé à l'heure, si tu as un contrat où tu es payé à l'heure travaillée, c'est l'heure travaillée. Si tu n'as pas travaillé, il n'y a pas l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Alors, avec CDI, c'est pas retranché. Normalement, non. C'est comme par exemple le congé payé, il n'est pas retranché. Quand tu es en congé, tu es payé. Et là, c'est la même chose. Si tu es malade et que tu as un certificat médical, tu es payé. Monsieur, mais c'est quoi, par exemple, j'ai beaucoup entendu des congés sans solde. Un congé, tu n'es pas payé. Mais là, c'est que tu dois dépasser les 30 jours légaux. Parce que tu as le droit à 30 jours de congé par an. C'est pas beaucoup, 30 jours. Non, c'est ça. 4 semaines par an. 1 mois. Ça équivaut de 1 jour et demi par semaine. À peu près, quelque chose comme ça. C'est calculé comme ça. 1 jour et demi par semaine. C'est 52 semaines. Non, moins du coup. Parce que si tu as 52 semaines, c'est pas 1 jour et demi par semaine. 1 jour et demi, non, c'est pas possible. Ça peut pas être 52 jours, c'est bon. C'est 30 jours à peu près, 4 semaines. À toi de les étaler dans l'année. 1 jour et demi par mois. Peut-être 1 jour et demi par mois. 1 jour et demi par mois. Donc ça fait 12 et 6. Non, moins. Je me rappelle, monsieur. Non, c'est pas 18 jours, c'est 30 jours, 4 semaines. Moi, je sais que c'est 4 semaines. Moi, j'ai toujours pris compte 4 semaines de congé. Après, ces 4 semaines, tu les répartis dans l'année comme tu veux. Tu les prends d'un bloc, tu les prends en petits bouts, c'est pas de problème. À peu près, 30 jours l'année. Alors, l'absentéisme, c'est quoi? Le fait d'être absent de manière habituelle ou systématique d'un lieu de travail. Le problème, il est dans habituel ou systématique. Tu veux bien congé malade de temps en temps, mais tu ne vas pas être malade tous les 15 jours. La durée du congé annuel est fixée à 1 jour et demi de travail effectif par mois, comme je vous ai dit. Ça donne au maximum 18 jours de congé payé. Oui, mais alors 18 jours, rajoute les week-ends. Pour arriver à 30. Non, c'est plus que 18 jours, c'est rien 18 jours. Je me rappelle,
Maintenant, mais moi j'ai pris mes vacances. On avait un cours de ressources humaines en deuxième année. On avait calculé comme ça. Un jour et demi, pardon. 18 jours. Et pourquoi on prend un mois alors? Voilà, oui, mais monsieur, le bloc de droit marocain, c'est la source. Monsieur, je crois que c'est parce que c'est une question de jour ouvrable. Ouvrable ou la férié. Voilà, c'est pour ça que je te dis, sans les week-ends, 18 jours sans les week-ends. Ouais, mais ça fait beaucoup de week-ends, hein, pour arriver à 30 jours. Il faut demander à un juriste, oui, les goûts de catch. Parce que généralement, les c'est rien, 18 jours. Hein? On demande juste un cravate, elle va te dire, pour voir ici comment ils font avec leurs salariés. Parce que c'est pour toutes les entreprises, je veux dire, c'est pas propre à l'hôtel ou c'est une loi générale. Je me rappelle, on avait beaucoup de non, je vais bien te croire, mais 18 jours, ça me paraît, parce que moi j'ai toujours pris 4 semaines, donc c'est pas 18 jours, c'est rien, 18 jours, là, 2 jours, c'est 2 semaines, à peu près. Voilà, il doit y avoir un lien avec l'ouvrable férié, enfin, ouvrable, non ouvrable, j'en sais rien. Mais il faut vérifier. Alors, les causes d'absentéisme, pourquoi les gens vont être absents? Vous avez dit maladie. Raison personnelle. Voilà. Le petit point. Alors, il y a les absences prévues. Ça, c'est le congé payé, formation. Là, quand vous envoyez les gens en formation, ils sont absents. Mais bon, c'est défini, ils sont payés ces jours-là. Parce que bon, c'est dans l'intérêt de l'entreprise la formation. Mais il n'est pas sur son poste de travail. Donc en termes de production, il n'y a rien. Là, quand il a les congés payés. Monsieur ne peut pas être doublement payé pour la formation et pour... Non, pour la formation, on ne te paye pas, non. C'est le formateur qu'on paye, pas les participants. Alors après, voilà, il y a les absences non prévues qui pénalisent l'organisation. Ça, c'est le problème. Donc la maladie, les arrêts, par exemple, après un accident de travail, ou une maladie professionnelle, une grève. Tout ça, c'est des arrêts non légaux. Si, ils sont gérés par la loi, mais... Par exemple, moi, j'ai un chiffre de 8 heures. Oui. Je commence à 8 heures. Je commence à 8 heures. Normalement, dans la loi du travail, je crois que vous êtes couvert par la société. Une heure avant, je prends une demi-heure avant. Là, ce n'est pas en termes de temps. Tu es couvert, ce qu'on appelle... Non, sur le chemin du travail. Sur le chemin du travail. Par exemple, si tu viens le matin, sur le chemin du travail, par exemple, je ne sais pas, moi, tu habites les Twin Centers. Donc, ton chemin du travail, c'est à pied, tu passes par la ruelle Hadi, tu vois, et tu fais toute cette ruelle. Si tu as un accident sur cette ruelle-là, tu es couvert par les accidents du travail. C'est-à-dire que tu n'es pas sur le lieu de travail, mais tu es vers le lieu du travail. Tu es sur le chemin du lieu du travail. Donc là, tu es couvert. Mais imagine que tu passes par, je ne sais pas, Indieb, et tu as un accident vers Indieb, tu ne vas pas leur dire je suis sur le lieu, la route du travail. Même si tu es en route, mais ce n'est pas la route normale pour eux. Je veux dire, c'est toi qui allais à Indieb. Donc Indieb, ce n'est plus le chemin du travail. Et donc là, tu n'es pas couvert. La même chose au retour. Si au retour, tu es sur la ruelle là et tu as un problème, tu es couvert. Mais si tu es passé le faire des courses et que tu reviens, non, là tu n'es plus couvert. Donc c'est lié à la notion de chemin vers le travail. C'est bon. Donc voilà les causes non prévues d'absentéisme. Et donc c'est elles qui vont nous coûter de l'argent. Donc l'absentéisme ne concerne que les absences non prévues. Quand on parle d'absentéisme, c'est ce qui était non prévu. Ce qui est prévu, les prévus, c'est géré par la loi, il n'y a pas de problème. Alors, il y a des causes qui sont liées à l'entreprise. Donc, d'une entreprise à l'autre, l'absentéisme peut varier en fonction de la nature du travail. Par exemple, il y a du travail qui est plus ou moins pénible. Et donc, on va avoir des maladies professionnelles. Après, en fonction du public concerné. Par exemple, l'âge des salariés. Alors, je ne sais pas, moi, dans l'hôtellerie... Est-ce qu'il y a des conditions de travail difficiles? Certains postes de travail, est-ce qu'ils sont difficiles? Pas vraiment. Par exemple, si tu prends par exemple une mine, vous savez ce que c'est les mines, à l'OCP. Ceux qui travaillent au fond de la mine, c'est des conditions de travail difficiles. En général, ces gens-là, ils ont une retraite à... je finis. Par exemple, ces gens-là, ils ont une retraite à 50 ans, les chiens à 60 ans. Ils ont la retraite plutôt que les autres.
Parce que leur travail, physiquement, il est plus dur. Tu as les gars qui travaillent sur les routes, tu sais, qui font des marteaux-piqueurs. Ils ont leur retraite avant les autres. Parce que c'est des conditions de travail difficiles. Par exemple, il y a ceux qui nettoient les vitres. Oui. L'autre phase d'hôtel. Par exemple, oui. Ils sont attachés à l'ordre et tout ça. Là, je crois que c'est un travail dangereux, mais pas difficile. Mais tu as le physique dialogue. Je veux dire, c'est pas un travail fatigant physiquement. C'est dangereux, il faut prendre des précautions. Tu vois, moi, je sais pas, par exemple, ceux qui sont dans les cuisines toute la journée. Même, bon, c'est pas très. Tu vois, c'est une mauvaise aération, tu vois, ils respirent des gaz, j'en sais rien. Tu vois, c'est des métiers comme ça qu'on appelle. Ça arrive, parce que dans la cuisine, on peut brûler, on peut se Oui, mais ça, c'est le risque du métier, du travail. C'est pas l'environnement qui est difficile. Ils ne travaillent pas dans l'environnement, peut être très bien, ça peut être très aéré, très grande cuisine, des conditions de travail correctes. Là, on parle des conditions de travail. Donc, il y a des métiers où les conditions de travail sont difficiles. Alors, en général, celui qui vient à l'esprit, c'est les mines, parce qu'ils sont au fond de terre, ils sont dans des endroits un peu fichés. L'absentéisme de masse, quand il y a beaucoup de gens qui s'absentent, ça peut être un symptôme de dysfonctionnement dans le fonctionnement de la société. C'est-à-dire, s'il y a beaucoup d'absents, souvent, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, il y a une démotivation, quelque chose qui ne va pas. Ouais, donc c'est pour ça que c'est important de suivre l'absentéisme et de voir pourquoi il y a de l'absentéisme. Donc les conditions de travail sont mauvaises, donc les gens n'ont pas envie de venir. Trop de stress, une surcharge de travail, la charge de travail mal répartie sur les collaborateurs, un mauvais climat social. Ouais, tous ces éléments-là font que les gens n'ont pas envie d'aller au travail. Ouais. C'est bon pour les causes de... Alors, le taux d'absentéisme, c'est-à-dire on va essayer de calculer ce taux d'absentéisme. Alors, c'est une formule qu'on nous donne. Donc, c'est le nombre d'heures d'absence de la période divisé par le nombre d'heures de travail en théorie sur la période fois 100. Fois 100 pour qu'on ait en pourcentage. Ouais, donc, comment ça marche? Voilà le nombre d'heures que la personne est censée travailler. D'accord, je compte par mois, 80. Voilà le nombre d'heures qu'elle a réellement travaillé. 70 heures. Donc, divisé par 80. Voilà. Et ça va me donner cette petite partie-là, qui est là, le taux d'absentéisme. Il est là. Ouais. En pourcent, tu multiplies par 100 pour l'avoir en pourcent. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on le calcule. Nombre d'heures travaillées sur le nombre d'heures que j'aurais dû travailler. S'il a travaillé 80 heures sur 80, ben c'est ça. Hein. Combien il ne va pas dépasser? C'est les heures légales, c'est 8 heures par jour. 8 heures par jour pendant 7 jours. Non, pendant 6 jours. 48 heures par semaine. Donc on est censé travailler 48 heures par semaine, légalement. Alors attention, ça c'est pour les employés, pas pour les cadres. C'est-à-dire, on dit que les employés, ils travaillent à l'heure. C'est-à-dire, un employé, par exemple, s'il finit à 6 heures, il pose son stylo, ça, tu ne peux rien lui demander. Un cadre, non. Un cadre, il ne travaille pas à l'heure, il travaille en fonction du travail qu'il a à faire. Donc, un cadre, s'il y a du boulot, il reste après 6 heures. Mais, également, il est censé pouvoir partir à 4 heures s'il n'a plus de travail. Vous voyez la différence? Et ça, c'est problématique, parce que dans les entreprises, ils veulent bien que tu restes après, mais ils ne veulent pas que tu partes avant. Monsieur, par exemple, vous avez dit 48 heures. Oui, 48 heures légales par semaine. D'accord. Et là, on a par exemple au niveau du fonctionnement 50 heures par semaine. Oui. 53, on va dire 10 heures. Si on va dire 10 heures avec 4 semaines, ça fait cher. S'ils ont 50 heures. Ça fait 2 heures, Zé. Oui. Il y a 8 heures, comment je ne sais pas comment ils les font, comment ils payent. Peut-être qu'ils les payent en heure supplémentaire, je sais rien. Seulement, c'est comme ça que ça marche. Je sais parce que normalement. Légalement, c'est 48 heures. Légalement, c'est 48 heures. Et toute heure supplémentaire est payée au tarif supplémentaire, qui est plus cher que le tarif normal. Monsieur, dans la règle, c'est des tranches. C'est par exemple entre la 40e et la 48e, on vous rajoute 25%. Voilà, c'est ça. Au-delà de la 48e, c'est 50%. Parce que les heures supplémentaires sont payées plus cher que les heures de travail Il n'y a pas normales. d'heures supplémentaires. Hein? Non, mais c'est ça, normalement, l'heure supplémentaire. Ce que tu viens de dire, il y a une majoration normalement. Dès que tu dépasses les 48 heures. Après, ça dépend du contrat de travail que tu as. Hein.
Four Seasons, si tout le monde travaille 50 heures, peut-être que le cadre normal du travail, c'est 50 heures chez eux. Tu vois? Je ne sais pas, ça dépend comment ils fonctionnent. Ben, normalement, légalement, les 2 heures de plus devraient être payées plus cher que les 48 heures avant. Maintenant, je ne sais pas comment sont les contrats de travail. Parce que quand tu as un offre, c'est légal. C'est 8 fois 6, 46. 48. Après, quand tu as les 10 heures, fois combien? Non. Il y a la semaine, il y a 7 jours. 7 fois 5. Vous avez 2 jours. 2 jours. Alors, c'est 50 heures par semaine. Non, moi, c'est 48 heures semaine. Je veux dire, quand ça va être multiplié par 4 durant le mois 4 semaines, il faut 8 heures de plus. Je ne sais pas comment ça se fait. Par exemple, moi, je me rappelle quand on travaillait à la banque, quand j'ai commencé, on sortait à 6h30 le soir parce qu'on ne travaillait pas le samedi matin. Donc, les 4 heures du samedi matin, ils nous rajoutaient une demi-heure par jour. Au lieu de sortir à 6h, on sortait 6h30, 6h30 pour gagner les 4 heures du samedi matin où on n'allait pas. C'est comme ça qu'ils faisaient leur calcul. C'est bon pour ça? Donc, taux d'absentéisme, voilà. Alors, en général, on le calcule sur le mois ou sur l'année. Normalement, le responsable des ressources humaines, à la fin de l'année, il fait voilà, taux d'absentéisme de l'année. Et comme tu dis, c'est un indicateur de bonne santé sociale de l'entreprise. S'il y a un taux d'absentéisme trop élevé, il faut s'inquiéter, c'est pas normal. Ça. Oui, tu peux l'appliquer à tout, bien sûr.